Bonjour et bienvenue à ce caucus Apprendre ensemble, refuge d'urgence et centre d'intervention en toxicomanie. Cette séance est enregistrée. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français sur le menu Interprétation au bas de votre écran Zoom. Si vous avez besoin d'un soutien en tout temps pendant ce webinaire, vous pouvez rejoindre nos productrices en utilisant la boîte de dialogue. Je m'appelle Jessica Hodge, je suis responsable du programme et je suis ravi de me trouver avec vous en qualité d'animatrice. Je voudrais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par les peuples autochtones depuis le début. J'anime ce webinaire depuis Perth, Ontario, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Huron-Wendat et Haudenosaunee, Iroquois du Saint-Laurent. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu et la possibilité qui nous est donnée de nous réunir ici aujourd'hui. Chez Excellence en Santé Canada, nous continuons dans notre parcours d'apprentissage et d'engagement en faveur de l'amélioration avec et pour tous les peuples du Canada. Ce programme est proposé en partenariat avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances et le BC Patient Safety and Quality Council. Notre conférencière aujourd'hui, la professeure Bernie Pauli, qui est professeure à l'École de sciences infirmières de l'Université de Victoria et chercheuse à l'Institut canadien de recherche sur l'usage des substances. Ces recherches portent sur la mise en œuvre d'interventions de réduction des méfaits dans divers milieux, et notamment sur les facteurs organisationnels nécessaires pour une mise en œuvre réussie. Elle est attachée à l'Université de Victoria et a été reconnue par de nombreux prix pour son travail, y compris le prestigieux prix Ron Draper pour la promotion de la santé, un prix de leadership communautaire de l'Université de Victoria, un prix de leadership communautaire de l'Université de la Colombie-Britannique et la citoyenneté honoraire de Victoria. Elle est actuellement chercheuse en résidence de Island Health, responsable de l'étude canadienne sur la gestion de la consommation d'alcool et au laboratoire communautaire de la Colombie-Britannique sur l'utilisation de substances. Je donne la parole à la docteure Pauli pour évoquer l'infrastructure de réduction des méfaits, répondre à de multiples urgences de santé publique. Merci. Je voudrais reconnaître que je suis visiteuse sur le territoire traditionnel du peuple Lakwan, à Victoria, Colombie-Britannique. Il s'agit du territoire sur lequel se trouve l'Université de Victoria. Je voudrais passer quelques minutes à évoquer ce que nous entendons réellement lorsque nous parlons de mettre en œuvre des mesures de réduction des méfaits. De quoi avons-nous besoin en un moment où nous devons répondre à de multiples urgences de santé publique? Bien souvent dans le secteur de l'itinérance, mais aussi dans les services reliés à l'usage de substances, nous gérons plusieurs urgences en même temps. Nous avons une urgence de santé publique déclarée en raison de la COVID, mais en Colombie-Britannique, nous avons également une urgence de santé publique avec des taux croissants de décès par surdose partout dans la province. Nous gérons également la crise sanitaire de l'itinérance qui affecte de nombreuses personnes et qui a depuis longtemps un impact sur les personnes autochtones, les femmes, les jeunes. Alors, la situation dans laquelle nous nous trouvons souvent en tant que fournisseurs de services et chercheurs, c'est que nous travaillons dans un contexte de multiples urgences. Donc, quand nous songeons à la réduction des méfaits, bien souvent, on entend par cela que nous allons fournir du matériel propre ou créer un site de consommation supervisée. Mais c'est beaucoup plus que cela. La réduction des méfaits signifie une philosophie, une culture, des politiques, des programmes et des pratiques. La réduction des méfaits est souvent mise en œuvre et doit être mise en œuvre dans un contexte dans lequel nous reconnaissons que nous nous trouvons face à une multiplicité d'urgences engendrées par des inégalités structurelles comme la colonisation. Donc, avec le financement de Santé Canada, nous avons mis au point un certain nombre de cadres qui visent à aider les organismes à mieux mettre en œuvre des mesures de réduction des méfaits de manière culturellement sûre et appropriée en vue de prévenir les méfaits liés à l'usage. Tout d'abord, le cadre organisationnel de réduction des méfaits en 7 étapes.
La première étape consiste à évaluer le degré, la mesure dans laquelle une organisation est préparée à comprendre les antécédents d'usage de substances. Est-ce que l'organisation reconnaît comment la politique d'interdiction a débouché sur des méfaits comme la stigmatisation reliée à la consommation de drogue, parce que nous ne pouvons pas simplement commencer, enfin nous pouvons mettre des mesures en œuvre, nous devons les mettre en œuvre, mais les programmes, mais nous devons le faire dans le contexte dans lequel chacun comprend les antécédents de consommation de drogue et les antécédents de colonisation à l'égard de la consommation de drogue. Et un autre aspect de ce cadre qui est très important, c'est la nécessité d'assurer qu'il y a des politiques appropriées qui sont en place. Souvent, nous avons des politiques relatives à l'usage des substances qui interdisent l'usage alors que nous n'avons pas de politique claire de réduction des méfaits. Un élément clé de la mise en œuvre de la réduction des méfaits qui fait partie du cadre et qui doit être au cœur de celui-ci consiste à faire participer des personnes qui ont une expérience vécue en ce qui concerne leur expertise, leur sagesse, leur savoir quant à la mise en œuvre sécuritaire et efficace de ces mesures. J'indiquais quelques exemples de ressources que les organisations peuvent utiliser si elles emploient donc sur la gauche des projets pair à pair et puis sur la droite des documents créés par la coalition de Colombie-Britannique en ce qui concerne le projet d'engagement des pairs. Donc, il y a un certain nombre de ressources qui permettent de travailler efficacement avec des pairs au sein de l'organisation. Mais sachant qu'il ne s'agit pas simplement d'engager, d'embaucher des pairs, mais il s'agit de créer une culture dans laquelle il existe une bonne compréhension de l'usage des substances et de la réduction des méfaits. Cette diapositive, je pense, résume le défi que nous devons parfois relever au sein des organisations. Yoda a dit, tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Nous avons appris depuis 100 ans des politiques d'interdiction, surtout en ce qui concerne les drogues illicites. C'est devenu une norme dans notre culture. Lorsque nous mettons en œuvre la réduction des méfaits, nous devons gérer cet aspect culturel. Voici un exemple de ce que je voulais dire tout à l'heure. Une organisation pourrait dire, oui, nous soutenons la réduction des méfaits, mais il n'y a aucune politique de réduction des méfaits. Et nous voyons, par exemple, tolérance zéro à l'utilisation de substances, l'usage de substances. Vous ne pouvez pas consommer d'alcool ou de drogue sur place. L'alcool et les drogues sont interdits et seront confisqués. Donc, cette ressource, encore une fois, mise au point avec nos partenaires au sein de la communauté Solid Outreach, AIDS Vancouver Island et Peers Resource Society, a été mise au point au début de la COVID pour tâcher de fournir des orientations, des pistes de mise en œuvre de programmes de réduction des méfaits. Je vous ai montré le plan en 7 points qui vise à faire évoluer la culture, à faire valoir l'importance des pairs, l'importance des politiques. Et l'une de ces 7 étapes consiste à mettre en œuvre donc les programmes, les mesures. Voici les 10 points qui peuvent être mis en œuvre. Cette liste a été dressée essentiellement à l'intention des milieux résidentiels comme les hôtels, mais ça peut également être utilisé dans les refuges ou d'autres lieux. Il s'agit de fournir du matériel sécuritaire, l'accompagnement par les pairs ou des services de prévention des surdoses, l'accès aux soins primaires. Et on passe en revue les détails spécifiques de l'infrastructure nécessaire pour la mise en œuvre de réduction des méfaits dans une culture plus générale. Les ressources que j'ai évoquées sont toutes disponibles sur notre site web que vous voyez ici, www.collabBC.ca. Et toutes les ressources sont soit présentes sur ce site, soit sur le site Toward the Heart que j'ai évoqué tout à l'heure.
Je vais m'arrêter ici. Nous avons donc un bon moment pour débattre, pour discuter. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que les participants souhaitent ce sur quoi les participants souhaitent en apprendre davantage. Merci, professeur Parly. Vous pouvez saisir vos commentaires dans la boîte de dialogue ou communiquer directement avec moi-même, Jessica Hodge, dans l'une ou l'autre langue officielle, et je vais m'assurer que la professeure Parly reçoive vos questions. Donc, est-ce que vous avez des suggestions quant à la manière dont les organisations peuvent faire en sorte que les organisations obtiennent ce savoir? Il y a eu de bonnes ressources qui ont été mises au point pour comprendre les antécédents d'interdiction au Canada. Je crois qu'on pourrait s'adresser au Homeless Hub, qui existe quelques ressources récentes qui font partie du cours de réduction des méfaits. Ces ressources sont destinées aux personnes qui sont dans le secteur de l'itinérance. Mais je pense que ces antécédents, les politiques historiques d'interdiction de l'usage des substances, est bien décrite. Dans le cas des refuges d'urgence ou les lieux d'hébergement, ce sont des endroits très, très occupés. J'apprécie à quel point vous faites beaucoup de choses et à quel point vous êtes stressé. Donc, on n'a pas toujours le temps de faire des lectures. Mais vous pouvez inviter quelqu'un à venir faire une causerie au sujet de l'interdiction, des antécédents, de l'effet que cela a eu. Vous pouvez songer à cela comme une formation, semblable à la formation sur la sécurité culturelle. Beaucoup d'organisations de réduction des défais, d'organisations locales des méfaits dans votre communauté connaissent très bien ces antécédents et l'impact qu'ils ont eu. Donc voilà quelques-unes des idées reliées à l'éducation, à la formation, au groupe de discussion. Je me rends compte qu'il faut que ça s'inscrive dans une charge de travail qui est très lourde, surtout en ce moment. Merci, professeur Parly. Une autre question de Ron Lirette. Merci pour votre question. Est-ce que vous avez des directrices pour la mise en œuvre de la réduction des méfaits dans le cadre d'un centre de traitement résidentiel? Oui, c'est une très bonne question. Quand on songe au traitement résidentiel, il y a certains principes de réduction des méfaits qui s'appliquent en ce qui concerne la nécessité de ne pas juger les rechutes, par exemple. Les gens peuvent revenir plusieurs fois. Je songe également à l'information à prodiguer au moment du congé, à l'information à transmettre, parce que nous ne maîtrisons pas la suite, ce qui se passe après le départ d'une personne. Cette personne peut être dans une situation où quelque chose leur arrive avec une ordonnance de méthadone ou s'il y a une thérapie de substitution, ils ne peuvent pas obtenir leur médicament de substitution parce que la pharmacie est fermée. Nous ne savons pas comment cela va affecter les gens. Donc, il s'agit de préparer les personnes en leur fournissant des informations, en ayant des conversations sur ce qu'il sera réaliste d'attendre au niveau de l'usage, sachant que bon, l'objectif de l'abstinence est un objectif très exigeant que nous établissons. Certaines personnes peuvent faire le choix en tout moment, mais nous voulons nous assurer qu'elles sont en vie pour faire ce choix. Donc, votre question est très bonne. Comment mettre en œuvre la réduction des méfaits dans des milieux qui ont des objectifs spécifiques d'abstinence? Merci. Une autre question. En 10e place sur votre dernière diapositive, il s'agit de formation à la prise en charge des surdoses pour le personnel. Est-ce que pourriez-vous nous dire comment cela se fait bien lorsque c'est bien fait? Eh bien, il y a une chose qui permet vraiment de parvenir à cet objectif, c'est de faire participer des personnes qui ont une expérience vécue, de faire participer à la formation afin qu'elles puissent partager leur vécu. Je parle
non seulement de la formation du personnel, mais aussi de la formation pour les personnes qui sont dans le milieu, qui vivent dans le milieu à titre de client. Donc, une formation de pair à pair. Je pense que c'est vraiment très important. Et je souligne le fait que avec la formation du personnel, la participation de pair est très importante. Parfois, on voit une très bonne conjonction de personnes qui ont des antécédents dans la santé, comme moi-même, dans les services infirmiers, d'une part, et d'autre part, des personnes qui ont une expérience vécue afin de fournir différents aspects, d'exposer de fournir différents aspects du programme de sensibilisation, d'éducation. Merci. Comme vous l'avez dit, faire participer les personnes qui ont une expérience vécue est un aspect très important dans la prestation et l'évaluation des services. Est-il possible de trouver plus d'informations sur ce point-ci dans les ressources que vous avez évoquées? Oui. Les deux ressources où je vous adresserai en particulier se trouvent dans le BCCDC. Il y a une section sur la participation des pairs qui comporte beaucoup de ressources au niveau des lignes directrices pour la rémunération des pairs, des lignes directrices pour la facilitation de la participation des pairs. Il ne s'agit pas simplement d'employer les gens, mais de les faire participer à la conception, à l'élaboration, ainsi qu'à la prestation des services. Je crois que c'est un aspect très important, faire participer les pairs dans les politiques, dans l'élaboration des politiques. Donc, une ressource que j'ai évoquée, c'est le programme PEEP, Peer Engagement and Evaluation Project, le projet de mobilisation des pairs et d'évaluation par les pairs. Mais il y a aussi une autre ressource qui se trouve sur le site Toward the Heart. Il y a toute une section dans le site Toward the Heart portant sur les ressources relatives aux pairs. Et il y a le projet Peer-to-Peer, qui est un projet qui a été animé par Jane Buxton et moi-même et co-animé par Solid Outreach à Victoria. Et il y a vraiment une richesse, une abondance de ressources, des vidéos de formation, il y a une merveilleuse vidéo qui s'appelle Un jour dans la vie d'un père, qui a été réalisée de manière professionnelle et qui suit un certain nombre de personnes qui font ce travail de père à Vancouver, à Victoria. Ils parlent de leur travail, de ce qu'ils font. Et cette journée dans la vie a été mise au point parce que ce que les gens qui ont une expérience vécue nous ont dit, c'est que beaucoup de gens ne savaient pas ce que les pères font ou ne comprenaient pas leur rôle. Donc, la journée dans la vie, c'est, je pense, une excellente vidéo, facile à regarder, c'est pas très long. Cela donne un bon exemple de ce que font les pères. Et dans le cadre de ce projet, nous avons également travaillé avec Solid et Rain City pour identifier un certain nombre de stratégies que les organisations peuvent utiliser afin de soutenir des personnes qui ont une expérience vécue, avec qui l'on travaille. Et la motivation est vraiment venue des pairs eux-mêmes qui nous ont dit, bon, comme dans le cas des urgences en cas de surdose, ce sont des personnes qui ont une expérience vécue, qui sont les premiers, sont en première ligne, qui interviennent en première ligne. Et ils ont toutes sortes de sagesse et d'expertise, de savoir, mais n'ont pas accès aux mêmes ressources et au même soutien que les professionnels de première ligne, par exemple comme les programmes d'assistance aux employés. Donc ça, ce serait un exemple d'une abondance de ressources réunies dans un même endroit, le site Toward the Heart. Visitez l'onglet ressources relatives aux pairs et vous pouvez y trouver une abondance d'informations parce que, comme je l'ai dit au début, nous gérons plusieurs urgences à la fois, y compris celle des surdoses. Donc, nous voulons voir comment nous pouvons soutenir les personnes qui ont une expérience vécue, qui sont de véritables experts dans ce travail. C'est très important, un aspect très important de la mise en œuvre de la réduction des méfaits. Merci. Nous avons
un site SharePoint où nous partageons des ressources avec le groupe. Donc, nous nous efforcerons d'établir un lien avec les ressources que vous avez évoquées afin que chacun puisse y accéder après le caucus. Encore une question de Grace Kramer. Merci pour votre question, Grace. Est-ce que vous avez un plan de congé et des ressources spécifiques qui peuvent être fournies aux personnes qui obtiennent leur congé? Plan de congé, vous voulez dire d'un centre résidentiel, un centre de traitement ou d'un autre milieu? La raison pour laquelle je pose la question, c'est que la planification du congé en général n'est pas très, très bien faite. Alors, donc, j'apprécie beaucoup la question parce que souvent, nous envoyons, nous congédions des personnes qui reçoivent leur congé, mais pas nécessairement pour accéder à un environnement qui va favoriser, oui. Vous voulez dire de traitement, n'est-ce pas? Oui, oui. Je pense que Grace, c'est un centre de traitement. Oui. Alors, écoutez, je n'ai pas de plan spécifique dont je peux vous donner un exemplaire, mais si je songeais à certains des éléments qui devraient figurer dans un tel plan, je dirais que, bon, quels sont les déterminants? Je me demanderais quels sont les déterminants des méfaits de l'usage de substances. Je songerais par exemple au logement. Est-ce qu'un logement existe? Est-ce que le logement fait partie de ce plan de congé? Parce que le logement est un déterminant des méfaits. Est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi, de revenus? Est-ce qu'il y a une intégration dans les soutiens communautaires? Et puis, est-ce qu'il y a des informations qui ont été fournies en matière de réduction des méfaits si la personne en a besoin? Voilà les éléments qui me viennent immédiatement à l'esprit qui devraient figurer dans un plan de congé. Donc, si vous demandez à des centres de prendre connaissance du plan de congé, moi, je regarderai cela de près en me demandant si certains des éléments clés que je viens d'évoquer y figurent. Merci beaucoup. Et je crois que vous avez évoqué la question suivante. Quand on parle de réduction des méfaits, nous songeons automatiquement à l'épidémie actuelle d'opiacés et pratiques de consommation de drogue. À votre avis, est-ce que la réduction des méfaits dépasse les pratiques de consommation? Oh, merci. Merci pour cette question. Le domaine de la réduction des méfaits a longtemps été dominé par la réduction des méfaits de la consommation illicite de drogue, ou la consommation de drogue illicite. Dans les années 80, c'était bon, les échanges d'aiguilles, les distributions d'aiguilles comme forme de réduction des méfaits. Et puis, au fur et à mesure que les surdoses sont devenues plus préoccupantes, enfin, elles l'ont toujours été, mais nous avons donc eu la mise en œuvre de sites de consommation supervisés, officiels, et puis des sites de prévention des surdoses. Et ces interventions ont dominé le paysage. Il y a un domaine dans lequel je travaille, c'est la réduction des méfaits dus à l'alcool. Je co-dirige l'étude canadienne sur la gestion de la consommation d'alcool. Comment peut-on assurer une source la régulation des sources d'alcool pour les personnes qui ont de très graves troubles de consommation d'excessif d'alcool? Il y a toutes sortes de ressources là-dessus. Mais quels sont certains des grands déterminants des méfaits? J'ai déjà évoqué le logement, l'itinérance multiplie les méfaits attribuables à l'usage de substances. Nous le savons. Également, la pauvreté. Quand on songe à la réduction des méfaits, il faut songer donc au logement. La colonisation a déclenché des méfaits d'usage de substances pour les personnes autochtones et très impliquées dans les taux élevés de décès dus à des surdoses qui affectent les communautés autochtones. Et aussi, il faut reconnaître que la décolonisation et la décolonisation de la réduction des méfaits elle-même est très importante parce que moi, je suis colon, je parle depuis un point de vue occidental, mais il y a toute l'importance de ce que la réduction des méfaits signifie dans un contexte autochtone.
les autorités de santé, l'autorité de santé des Premières Nations en Colombie-Britannique a fait des travaux sur la décolonisation, de la réduction des méfaits et la manière dont il existe des ressources merveilleuses qui ont été mises au point aux fins de formation, qui en parlent donc dans un contexte autochtone. On pourrait peut-être aller plus loin. Quand on parle de réduction des méfaits, on pourrait parler du travail, des travailleuses, travailleurs du sexe, ça serait un autre exemple. Je crois que là où j'aurais peut-être dû commencer, en fait, c'est que la réduction des méfaits, c'est dans la vie de tous les jours. Nous ne disons pas veuillez vous abstenir de prendre le volant de votre voiture. Nous disons bouclez votre ceinture, c'est plus sûr. Moi, j'adore monter, circuler à vélo, mais je porte un casque. Donc, la réduction des méfaits, ça signifie vraiment prévenir les méfaits associés avec l'usage de substances ou avec tel ou tel comportement. Il s'agit d'une approche de prévention. L'abstinence, dans le contexte de l'usage de substances, bien souvent, c'est un objectif très ambitieux. C'est un choix que les gens peuvent faire, mais c'est un choix que nous pouvons les aider à prendre au bon moment, pas les forcer à prendre. Donc, la réduction des méfaits s'inscrit dans la gamme des politiques et des services, c'est très important. C'était une réponse très longue, excusez-moi. C'était une excellente conclusion. Je crois que nous avons le temps de répondre à une dernière question et nous allons conclure avec celle-ci. Merci pour votre présentation, d'avoir partagé ces ressources. Compte tenu du manque de temps et de ressources, est-ce qu'il y a une chose qu'il est essentiel que nous retenions et que nous mettions en œuvre de retour dans nos organisations? Ça, c'est une question super. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est qu'il faut poser la question, quelle est la culture au sein de mon organisation en matière d'usage de substances? S'il y a une compréhension des antécédents de la prohibition, si vous acceptez déjà le principe de la politique de réduction des méfaits, passez à la prochaine question et demandez-vous donc où sont les gens qui ont une expérience vécue ou vivante, comment ont-ils participé à la conception et à la prestation de nos services? Et si vous y êtes déjà, eh bien dites, alors, dans quelle mesure est-ce que nous les soutenons? Je ne vais pas vous donner une chose, je vais vous donner trois choses emboîtées à envisager, trois questions, selon le stade où votre organisation est parvenue. Donc, la grande question serait de savoir, bon, où en sommes-nous? De vous demander, où en sommes-nous en ce qui concerne la mise en œuvre? On pourrait même prendre cette grille de mise en œuvre à 7 points qui comporte un certain nombre de questions qui est déclinée sous ce format et l'utiliser pour faire une sorte de tour d'horizon, d'état des lieux, pour vous demander mais qu'est-ce que nous allons faire à présent? Comment allons-nous nous, passer à un niveau de mise en œuvre amélioré? Parce que nous avons, je pense, beaucoup de progrès à accomplir dans ce domaine. Nous apprenons tout le temps. Merci beaucoup d'être venu au caucus et merci de m'avoir donné la possibilité d'être parmi vous. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation. Notre professeur Poli, notre prochain événement d'apprentissage se déroulera le 16 novembre de 12h à 13h. Portera sur les réflexions et enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, perspective des équipes participant au programme Apprendre ensemble. Cela sera suivi par un webinaire le 2 décembre de 12h à 13h sur les stratégies pour le changement avec l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance et Jean-Louis Denis. Il s'agira d'explorer les défis anticipés que pose la relance de l'après-COVID-19. Il y aura une discussion sur la gestion du changement et l'adaptation. Donc, encore une fois, merci à la professeure Poli pour sa présentation. Je vous prie de prendre quelques instants pour répondre au questionnaire qui apparaît sur votre écran. J'en sais plus sur la mise en œuvre d'une infrastructure pour la réduction des méfaits qu'avant d'assister au caucus. Depuis tout à fait d'accord à fortement en désaccord. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma participation au caucus, encore une fois, depuis tout à fait d'accord à fortement en désaccord. Et je pourrais appliquer ce que j'ai appris au cours de ce caucus dans le contexte de mon travail.
depuis tout à fait d'accord à tout à fait en désaccord. Fortement désaccord, veuillez cliquer sur soumettre et encore une fois, merci et au revoir.